Mesdames, Messieurs, merci d'être venus si nombreux ce matin pour écouter M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Monsieur le ministre, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis particulièrement heureux de vous accueillir à l'IFRI aujourd'hui parce que je pense que depuis trop d'années, de décennies, nous n'avons pas accueilli suffisamment de personnalités algériennes. Donc c'est une grande joie et un grand honneur que de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Alors, je dirais simplement, je ne vais pas faire votre portrait, je dirais simplement que vous avez une combinaison d'expériences extrêmement intéressante. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, à avoir ce type d'expérience dans le monde politique. Vous êtes journaliste, un ancien journaliste, et vous avez acquis une expérience diplomatique par la suite particulièrement approfondie en Afrique. Vous connaissez très bien l'Afrique. Et vous êtes ministre des Affaires étrangères depuis relativement récemment. D'ailleurs, ça va être bientôt votre premier anniversaire à ce titre, puisque vous avez été nommé ministre des Affaires étrangères le 25 mai 2017, après avoir été ministre de la Communication, ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, dans les gouvernements successifs. Donc, une grande expérience, et vous allez nous parler ce matin d'un sujet fondamental qui nous intéresse tous au premier chef, et pour lequel, j'ai envie de dire malheureusement, vous avez en Algérie une expérience considérable. C'est donc le sujet du terrorisme et de l'extrémisme, de la déradicalisation, et vous allez nous en parler. Mais avant de vous passer la parole, je voudrais dire un dernier mot. Nous venons d'apprendre il y a quelques minutes un accident d'avion en Algérie qui a fait, je crois, une quarantaine de victimes, si j'ai bien vu. Et je voudrais donc vous présenter toutes nos condoléances. Monsieur le ministre, je vous passe la parole. Eh bien, je vous remercie et vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai, depuis longtemps, vous n'avez pas reçu un homme politique ou une personnalité algérienne dans votre institut, qui est un institut de renommée mondiale. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette marque de compassion à la suite de l'accident tragique qui a coûté la vie à de nombreux de nos soldats. Donc, c'était un crash d'un avion militaire qui transportait des enfants de l'Algérie. Donc, ce sont vient s'ajouter à la longue liste des victimes, que ce soit, on en parle tout à l'heure, dans le cadre de la lutte antiterroriste, où c'est des hommes du devoir. Donc, on s'incline devant leur devoir et puis on transmettra vos condoléances à leurs familles. Donc, je reviens au thème qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je viens en tout premier lieu à vous remercier, M. Thierry de Montbrial, pour l'aimable invitation qu'il m'a été adressée, m'offrant l'heureuse opportunité de partager avec cette honorable assistance quelques réflexions sur l'expérience algérienne de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi qu'en matière de déradicalisation et de promotion du vivre ensemble en paix. Je sais l'importance qu'accorde votre institut à ces thématiques et à la contribution qu'il apporte à la compréhension, autant par les spécialistes, le grand public, que les décideurs, et je tiens à vous exprimer toute l'attention que nous portons à vos travaux. Le terrorisme, mesdames et messieurs, et l'extrémisme violent sont des fléaux qui interpellent toute la communauté internationale. Aucun pays n'en est malheureusement à l'abri. La géographie des attentats commis ces 12 derniers mois souligne au moins 5 réalités liées à des contextes différents. Tout d'abord, en dépit des reculs que les groupes terroristes ont enregistrés en Syrie et en Irak, l'idéologie et la propagande terroriste restent vivaces et mobilisent toujours dans différentes régions du monde. Indépendamment des modes de société, le phénomène de radicalisation progresse à l'échelle globale et représente de plus en plus une préoccupation prioritaire dans les politiques gouvernementales, en ce qu'elle est l'antichambre de l'extrémisme violent.
terreau où les terroristes se forment et se formatent. Daesh a appelé ses membres à poursuivre et à centrer leur combat sur le terrain idéologique, principalement à travers Internet, le Darknet et les plateformes cryptées, relativisant et contextualisant ainsi la perte des territoires. Ensuite, il y a le changement intervenu progressivement dans le mode opératoire des groupes terroristes. Ce mode privilégie et glorifie l'initiative individuelle. Il élargit son champ d'action à toute la planète. Il légitime toute forme de violence et l'autorise contre l'autre, indépendamment de ses croyances, motivations politiques ou toute autre considération. Cette mutation a déjà causé des pertes en vie humaine dans un nombre croissant de pays. Le vôtre vient d'en subir dramatiquement les effets criminels à travers Carcassonne. Je tiens à cet égard à réitérer notre condamnation de ces actes et notre compassion aux familles des victimes. Il faut aussi souligner, mesdames et messieurs, que cette mutation ne diminue en rien la menace classique véhiculée par les groupes terroristes sur les régions où ils se trouvent déjà. La troisième réalité a trait au retour des combattants terroristes étrangers vers leur pays d'origine ou vers d'autres territoires, favorisant ainsi un redéploiement de la menace. Idéologiquement formés et militairement aguerris, ces terroristes activent de plus en plus en réseau à travers l'utilisation extensive de l'Internet. Bien qu'ils soient originaires d'une centaine de pays, les différentes sources concordent sur l'accroissement de leur présence en Afrique, et principalement dans le bande sahélo-saharienne. Les groupes terroristes exploitent ainsi, à leur profit, l'immensité des territoires nationaux, l'absence d'institutions nationales fortes et l'absence des ressources des pays de la région, mais également la porosité des frontières et les franges des populations vulnérabilisées sur la pauvreté et le chômage. La faiblesse des institutions nationales, notamment celles de sécurité, constitue une vulnérabilité critique, caractérisant les États faillis, où le terrorisme et les autres fléaux connexes jouissent d'une plus grande marge de manœuvre pour étendre leur champ d'action et multiplier leurs activités. En quatrième lieu, mesdames et messieurs, il y a cette densification de la relation entre le terrorisme et le crime organisé transnational, dans une logique de quête commune pour l'argent, comme moyen pour le premier et finalité pour le second. Cette relation porte sur d'importantes ressources financières. Elle englobe un très large éventail d'activités criminelles qui va de la traite des personnes et dans un élément contre paiement des rançons, au trafic de la drogue, de la migration illégale, de la contrefaçon, du trafic des armes et de la contrebande. Elle renforce la capacité de menace, d'action et de nuisance des uns et des autres. Elle est aujourd'hui avérée et documentée, y compris par l'ONU, les institutions de Bretton Woods, l'OCDE, la Banque africaine de développement et d'autres organisations régionales et internationales. En cinquième lieu, mesdames et messieurs, il y a la faiblesse de la coopération internationale dans la lutte contre ces fléaux, et ce en dépit des importantes avancées réalisées dans différents domaines de cette lutte commune. Ces faiblesses résident notamment dans la fragilisation de la suprématie recherchée du droit international et des moyens pacifiques dans la conduite des relations entre États, comme le stipule la Charte des Nations Unies. Les interventions militaires étrangères en violation du droit et de la légalité internationale ont généré le chaos là où elles ont eu lieu. Elles ont créé les conditions idoines de non-droit favorisant le développement du terrorisme. C'est sans doute, entre autres, le cas de la Libye, où fut menée une intervention militaire répondant à d'obscurs desseins. Ça, je le dis, j'en commenterai plus tard pendant notre lecture des événements que vit ce pays voisin et frère, donc contre lequel nous avions pourtant vivement mis en garde les puissances initiatrices, car nous pressentions qu'elle allait être lourde des pires périls, non seulement pour la Libye, mais également pour la région tout entière. Nos craintes, mesdames et messieurs, se sont, hélas, vite confirmées, et bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer, lorsque, fuyant les bombardements
des groupes armés étrangers appartenant aux milices pro-colonel Kadhafi déferlèrent en nombre sans être inquiétés sur le nord du Mali, à travers le Niger, pour y proclamer l'indépendance de l'Azawad, alors que l'encre du paraphe, un nouvel accord avec Bamako, facilité par l'Algérie, n'avait pas encore séché. Le phénomène, en quelques jours, avec la présence de tous les avions, les AWACS, un groupe de la milice Touareg qui était proche de Kadhafi traverse toute la Libye, traverse le nord du Mali, le nord du Niger, arrive au nord du Mali, proclame l'indépendance de l'Azawad. Donc, livrée à elle-même, la Libye sombra dans le chaos, un chaos sciemment ou non nourri et entretenu par différents acteurs, transformé en un arsenal à ciel ouvert et en sanctuaire pour les groupes terroristes qui étendirent peu à peu leur champ d'action à l'ensemble des vastes espaces sahéliens et au-delà, malgré une mobilisation plus grande des États de la région, une présence plus forte des troupes étrangères et le recours aux équipements de surveillance et de détection les plus performants. Ces faiblesses résident aussi dans les insuffisances de l'architecture normative régionale et internationale mise progressivement en place pour lutter contre les différents espaces et moyens investis par les besoins de l'action terroriste. En particulier, en ce qui concerne la mobilité des terroristes, la mobilité de leurs ressources et la mobilité de leurs idées. Elle réside également dans la circulation et l'échange de l'information en temps réel et utile, dans la fourniture de l'assistance technique et la formation là où le besoin se fait lourdement ressentir, ainsi que dans une solidarité active et conséquente avec ceux qui en ont le plus besoin face à l'aggravation de la menace terroriste, particulièrement en Afrique. Elle réside également dans l'exigence d'une prise en charge adéquate et responsable des questions fondamentales du développement socio-économique, de la justice sociale, de la lutte contre les facteurs et les logiques de marginalisation et d'exclusion, y compris l'islamophobie, de la promotion de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, de l'état de droit, dans le cadre des systèmes démocratiques fondant leur légitimité sur la seule volonté souveraine des peuples et sur le verdict régulier des urnes. Il s'agit là des principales conditions devant être réunies pour bâtir un État capable et juste par opposition à l'État failli, disposant des atouts de la survie et de protection de sa propre sécurité et celle de ses concitoyens. L'autre exigence, mesdames et messieurs, à prendre également en compte est celle liée à l'appropriation par les véritables acteurs des processus de sortie de crise de leur pays, laquelle ne peut, en aucun cas, être envisagée en dehors d'une implication de tous dans une approche du compter sur soi et sans ingérence extérieure. Monsieur le Président de l'EFRI, mesdames et messieurs, mon pays, l'Algérie, qui a payé un lourd tribut en vie humaine et en ressources de la nation dans sa lutte contre l'agression terroriste, est pleinement conscient des horreurs que ce fléau, que rien ne peut justifier, est capable de commettre, ainsi que des menaces qu'il véhicule pour la sécurité et la stabilité des États et pour la paix et la sécurité internationale. C'est pourquoi mon pays, qui est sorti victorieux de cette agression dirigée contre le peuple algérien tout entier, maintient un haut niveau de vigilance à l'intérieur de son territoire et sur ses immenses frontières. Dans la lutte qu'il a menée, seul et dans l'indifférence, parfois, ou à tout le moins, d'une part de la communauté internationale contre le terrorisme et qu'il poursuit encore contre les résidus de ce fléau, l'Algérie a développé des politiques, des stratégies, des programmes dans le cadre d'une approche visionnaire, prônée avec conviction et mise en œuvre avec détermination par le président de la République, qui lui ont permis de passer, en l'espace d'une vingtaine d'années, ce qu'on disait tout à l'heure, d'un pays déchiré par la violence à l'un des pays les plus sûrs au monde, selon un sondage effectué l'été dernier par l'Institut Gallup de Washington. J'aimerais revenir brièvement sur les principales dimensions de cette approche qui a pour fondement la sacralité de la vie humaine, de toute la vie humaine, la réconciliation, le respect de la valorisation de la différence, l'ancrage dans l'identité nationale, l'ouverture sur le monde et la modernité, et la promotion des valeurs et principes de vivre ensemble en paix. Cela dans le strict respect par tous de l'ordre démocratique et républicain, ainsi que de la Constitution et de la loi de la République. En premier lieu,
je voudrais rendre un vivant hommage aux forces de sécurité, sous l'égide de notre armée nationale, aux groupes de légitime défense et aux institutions de l'État, un moment pris au dépourvu face à un ennemi sans scrupules et capable des pires actes de barbarie et qui purent s'adapter graduellement à ses tactiques et à son mode opératoire en milieu urbain, rural et désertique, et à le défaire, et au-delà, à l'ensemble des Algériennes et des Algériens qui se sont mobilisés et consenti d'incommensurables sacrifices pour que l'Algérie et ses institutions restent debout. Traiteux, mesdames et messieurs, après l'apparition de la violence terroriste, la conviction s'est imposée que l'option sécuritaire, aussi vitale et indispensable soit-elle, ne pouvait à elle seule permettre d'arrêter durablement l'effusion de sang. C'est pourquoi l'action de promotion de l'État et de la société contre la violence terroriste a été appuyée par une approche fondée sur le lancement d'un dialogue avec les responsables de ceux qui ont pris les armes contre le peuple, et ce, sur la base du respect de l'ordre constitutionnel et des lois de la République. En second lieu, il y a les politiques de concorde civile et de réconciliation nationale, initiées par le président Abdelaziz Bouteflika et approuvées par référendum populaire, respectivement en 1999 et 2005, qui ont joué un rôle déterminant dans le retour de la paix et la stabilité dans notre pays. La loi sur la concorde civile, proposée par le président de la République en 1999, immédiatement après son élection, était guidée par la volonté d'encourager le retour dans la société des personnes engagées dans les groupes terroristes. Elle leur offrait l'amnistie contre le dépôt des armes et le respect de la Constitution et des lois de la République. Cette loi a permis le retour dans leur famille de milliers de personnes et la préservation, bien entendu, de milliers d'autres vies humaines. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale est venue consolider ces acquis de la concorde civile, apaisant davantage les cœurs et les esprits, ramenant la période de violence à sa juste dimension de tragédie nationale qui a touché toutes les composantes du peuple algérien, affermissant l'autorité morale de l'État auprès de toutes les victimes de cette tragédie sans distinction aucune. La réussite de cette politique de réconciliation nationale a été possible grâce à la réunion de 4 conditions fondamentales consistant en l'exigence du respect de la Constitution et des lois de la République, en la nécessité d'une solution agissante de l'ensemble de la communauté nationale avec toutes les victimes de la tragédie nationale, en la reconnaissance du rôle des institutions étatiques et du patriotisme des forces vives de la nation qui ont sauvé le pays du chaos programmé par les ennemis du peuple, et enfin par l'ouverture de la chance du retour au sein de la communauté nationale à ceux dont la voix s'en était écartée, un retour qui se fonde sur le repentir dans le respect, encore une fois, de l'ordre républicain. En troisième lieu, mesdames et messieurs, il y a la politique de déradicalisation et de mise de la population et du pays tout entier à l'abri de potentiels futurs risques de radicalisation. Cette politique est globale et multisectorielle, incluant le politique, l'économique, le social, l'éducationnel, le religieux et le culturel. Son succès repose sur l'adhésion et l'implication des citoyens, ainsi que de tous les acteurs publics et privés. Elle se fonde sur une démarche inclusive qui tend à éliminer au sein de la société les facteurs socio-économiques, mais aussi politiques, religieux, culturels et autres, favorisant la marginalisation, en particulier des jeunes. Cette politique a été et reste un axe fondamental dans les politiques et programmes sectoriels de l'État algérien. En effet, la politique de déradicalisation s'est appuyée sur la consolidation de la démocratie en tant que choix stratégique à même de lutter contre le discours de l'exclusif, seul programme politique véhiculé par les extrémistes, et de l'exclusion qui tend à combattre toute opposition à son seul et unique discours, quel qu'en soit le contenu. C'est là où réside le caractère stratégique de ce choix, opéré par l'État algérien, qui a érigé la démocratie en fait en un antidote aux discours extrémistes et radicaux. En quatrième lieu, il y a la forte relance du développement économique grâce à de très ambitieux programmes centrés sur le développement des infrastructures, l'amélioration des conditions de vie de la population, le renforcement de la justice sociale par les transferts sociaux élevés au profit des couches défavorisées et la modernisation de la gouvernance, de l'économie, de l'administration, de l'éducation
et tous les autres secteurs d'activité. Il y a en cinquième lieu la promotion au sein de la société, dans le système éducatif, dans le fonctionnement des institutions publiques et dans le cadre d'activités de sensibilisation des valeurs et des principes encourageant le vivre ensemble en paix à travers la réconciliation, le pardon, la tolérance, la valorisation de la différence, le respect mutuel, l'inclusion, la compréhension, la solidarité, le dialogue, la négociation et le rejet de la violence. Cette démarche a également intégré la réhabilitation et la réappropriation de notre histoire et de notre identité nationale dans leur triple dimension, amazigh, arabe et musulmane, en faisant notamment de Tamazigh une langue nationale et officielle aux côtés de la langue arabe et de Yanayr, célébrée depuis des millénaires dans l'ensemble de notre territoire, une fête nationale. C'est notre conviction que grâce à cette démarche rassembleuse, la nation sera à même de fermer durablement les portes de la rancœur, d'éliminer les risques de la stigmatisation sociale et les résidus pouvant alimenter les demandes de la vengeance. Il y a en sixième lieu l'engagement sans réserve de mon pays dans la lutte internationale contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Cet engagement s'exprime au plan bilatéral, régional et international au sein de l'Organisation des Nations Unies, du Forum global de lutte contre le terrorisme, de l'Union africaine qui a confié au président Abdelaziz Bouteflika la haute mission de coordonnateur pour la prévention et l'éradication de la lutte contre le terrorisme en Afrique, ainsi que dans toutes les enceintes dont l'Algérie est membre. Il s'exprime aussi par l'organisation à Alger, de manière régulière, de nombreuses conférences internationales sur différentes dimensions de la lutte antiterroriste, dans un esprit de partage et de solidarité, comme en témoigne la conférence qui vient de s'achever hier à Alger de haut niveau sur le financement du terrorisme en Afrique, et cette conférence était organisée conjointement par l'Union africaine et l'Algérie. Cette position repose également sur le désir de l'Algérie pour que d'autres peuples ne connaissent jamais les horreurs que son propre peuple a vécues du fait de l'extrémisme violent et du terrorisme. C'est dans cet esprit, mesdames et messieurs, de solidarité que mon pays, l'Algérie, a initié au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies la résolution 72/130, adoptée le 8 décembre dernier par l'Assemblée générale des Nations unies, et qui fait du 16 mai de chaque année la Journée internationale du vivre ensemble en paix. L'occasion donc m'est offerte ici pour lancer un appel à chacun de vous, comme le fait d'ailleurs la résolution qui s'adresse aux États, aux organisations et aux particuliers, pour célébrer cette journée et marquer ainsi notre attachement aux valeurs de dialogue, de réconciliation et de vivre ensemble. Ce sont là, Monsieur le Président, quelques réflexions que j'ai tenu à partager avec vous sur un sujet d'actualité qui interpelle directement la sécurité de nos concitoyens et celle de nos pays respectifs, ainsi que la paix et la sécurité internationale. Je suis à votre disposition donc, pour toutes les questions et je vous remercie de votre aimable attention. Bien, Monsieur le ministre, je vous remercie de cet exposé extrêmement riche et précis. Donc vous allez ouvrir la discussion. Si vous permettez, je vais vous poser moi-même deux questions pour l'ouvrir. La première, c'est dans les différents facteurs fondamentaux que vous avez exposés au début de votre conférence sur les causes du terrorisme. Je crois que la dernière touchait au trafic en tout genre de drogue, de rançon de personnes, etc., etc. Quel est le poids de ces trafics par rapport aux autres causes? J'étais, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais en Mauritanie récemment et le président Aziz me disait que la cause fondamentale, c'est le trafic de drogue. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre un peu en perspective ces différents facteurs? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous nous avez vous-même tendu la perche à propos de la Libye. Et je crois que beaucoup d'entre nous serions très intéressés de vous entendre développer un peu plus. Ici, on parle très librement, nous-mêmes d'ailleurs, entre nous. Moi, je n'ai aucune difficulté à dire que je suis de ceux qui ont été
sont désapprouvé fondamentalement la manière dont les choses sont passées. Donc, j'ai probablement plus assez proche de vous sur ce point. Mais je crois que ce serait très intéressant si vous pouviez analyser un peu plus de bout en bout, c'est-à-dire de la cause de cette triste guerre et de ses conséquences et des perspectives, d'ailleurs, telles qu'on peut les voir maintenant. Bien, je vous remercie. En fait, vous avez touché du doigt un peu, on en parlait tout à l'heure, on a parlé avec le président de ce qui se passe un peu dans notre région, et notamment dans les pays du Sahel et en relation avec la situation en Libye. Je vous disais tout à l'heure, j'ai dit dans mon exposé qu'Alger avait abrité hier et avant-hier une importante réunion de haut niveau sur le financement du terrorisme. Nous avons déjà donc au niveau de la conférence des chefs d'État africains fait en sorte que cette question devient prioritaire dans nos agendas en tant qu'Africains. Et le sommet avait pris une décision pour qu'Alger abrite cette conférence de haut niveau sur le financement du terrorisme. Comment essayer de tarir ces sources de financement, parce qu'aujourd'hui, sans financement, le terrorisme disparaît. Bon, idéologiquement, peut-être pas, mais au moins matériellement, le financement aide beaucoup donc la présence de ces gens-là. Je dirais qu'il y a une particularité un peu dans le Sahel, si on compare un peu ce qui se passe dans les pays, dans ce qui s'est passé en Irak ou ce qui se passe en Syrie ou en Libye, c'est que vous avez les sources de financement. En Irak, par exemple, c'était carrément l'occupation de l'espace, épuisé dans la vente du pétrole, etc. Donc ils arrivaient ou faire en sorte de prendre des taxes sur les populations pour financer leurs activités. Au Sahel, c'est différent. Au Sahel, vous l'avez si bien dit, c'est le trafic de drogue. Donc l'Afrique, le Sahel est devenu un peu le carrefour entre la drogue qui vient d'Amérique latine, hein, la cocaïne, et celle qui vient de l'Afghanistan, ou d'ailleurs l'héroïne, et le hashish qui vient d'un pays voisin de l'Algérie. Bon, c'est le Maroc, tout le monde connaît. Je l'ai toujours dit, ça c'est les rapports des Nations Unies qui le disent. Et ils s'autofinancent donc le tourisme par ce trafic en tout genre. Ils se financent également par le trafic humain. Aujourd'hui, notre région connaît une vague, une arrivée massive de migrants clandestins, et c'est organisé, c'est des passeurs. Vous savez, c'est des régions fabuleuses. Ceux qui connaissent un peu la géographie de la région, le Ténéré, c'est l'un des déserts les plus beaux au monde, ou le nord du Mali. Nous avons constaté que parfois même des guides touristiques qui faisaient un travail noble de guide, bon, il n'y a plus de touristes, et ben, ils sont devenus en quelque sorte des passeurs. Il y a aussi d'autres réseaux criminels qui s'organisent, il y a le trafic humain, donc il y a même le trafic de bétail qui finance des activités terroristes. Et puis, nous avons donc toute cette espace, c'est pratiquement 5 millions de kilomètres carrés, c'est pas facile à contrôler, qui donne plus d'aisance et plus de, comment dirais-je, de fluidité à ces groupes pour se déplacer, Donc, il faut s'attaquer donc aux sources de financement. Nous, on avait initié au niveau des Nations Unies une idée, on est en train d'y travailler pour amender un peu tout l'arsenal juridique au niveau des Nations Unies, qui parfois il n'y avait pas de visibilité sur le tarissement des sources de financement du terrorisme. Maintenant, il y a de plus en plus de convergence et un consensus pour s'attaquer à ces... Alors, il y a des sources qui sont connues. Il y a des sources aussi qui sont occultes. Il y a des sociétés caritatives qui ne se parlent d'autres. On ne sait pas comment, mais elles financent en grande partie les groupes terroristes. Donc nous avons fait un travail au niveau d'Alger, hier avant-hier, et ce travail donc, sera soumis à la conférence des chefs d'État en juillet prochain à Nouakchott. Mais je vais participer également à l'invitation de mon ami Jean-Livre Audillon à une conférence que Paris organise sur le même thème, sur le financement du terrorisme, le 25 et le 26 de ce mois. Donc j'apporterai aussi notre contribution, mais j'apporterai également la contribution d'Alger à la suite de cette réunion de haut niveau qui s'est tenue à l'échelle africaine.
J'ajouterais qu'aujourd'hui aussi, il y a le phénomène, il y a des mutations et il y a des mutualisations, fédérations d'activités. Aujourd'hui, dans le Sahel, le crime organisé et le terrorisme, ça fait un. Vous avez des gens qui, le matin, est djihadiste, à midi, il est indépendantiste, le soir, il est grand trafiquant. Et puis, c'est le contrôle un peu des routes, c'est le grand trafic. Et je parlais tout à l'heure, enfin, dans mon discours, de l'État failli et l'État capable. L'État failli, bon, quand il y a l'absence d'institutions, c'est un peu le cas de la Libye, j'en parlais tout à l'heure, où la faiblesse d'institutions, ça permet donc au terrorisme de se développer. Il en profite de ce genre de situation. Plus l'État est fort, plus l'État est capable, plus il y a moins de terrorisme, plus l'État a failli, puis les institutions disparaissent ou sont insuffisamment capables, et plus le terrorisme... et ça, nous le vivons. Nous le vivons dans ces grands espaces, au nord du Mali, au nord du Niger, un peu au sud-ouest de la Libye. C'est un espace, ça peut s'étendre jusqu'au Nigeria, au Boko Haram, au nord du Niger, ça peut aller jusqu'en Somalie. Donc ce sont ces espaces, ces grands espaces qui aujourd'hui permettent au terrorisme de continuer à survivre, à s'adapter. Maintenant, il y a le retour des combattants étrangers. Moi, je vois vos statistiques, même dans vos livres, elles sont, par rapport au retour en France, ça se compte par dizaines dans d'autres pays. Mais le retour peut se faire également, ça, on reste vigilant vers ces zones-là, pour deux raisons. Parce qu'il y a moins, de contraintes. Revenir en Europe, c'est pas facile. Revenir en France, c'est pas facile. Les gens sont identifiés, donc... mais aller vers l'Afrique ou aller vers le Sahel, c'est plus facile, c'est de grands espaces. Et puis même pour le financement, ils ont les moyens de le faire. Donc on est beaucoup plus vigilant. Nous savons que peut-être le mouvement va se faire dans un sens vers ces zones de combat ou ces zones de conflit, vers l'Afrique et surtout vers le Sahel et éventuellement vers la Libye. Ah, donc ça, c'était pour le premier aspect. Sur ce qui est de la Libye, vous l'avez si bien dit, nous, on avait mis en garde nos partenaires dès le début de ce qu'on appelle les printemps arabes. Mis en garde d'abord sur le concept de printemps arabe. Le printemps arabe, l'une des conséquences, c'était l'émergence d'une rive sud verte, hein, d'accord, d'Égypte jusqu'au Maroc, en passant par la Tunisie, ailleurs. Donc Est-ce que l'Europe, et notamment nos voisins, pouvaient, comment dirais-je, s'accommoder d'une Afrique, ou plutôt d'une rive sud de la Méditerranée, où le discours était un discours de l'exclusion de l'exclusif, où le discours fondamentaliste régnait, parce que les seules forces qui étaient organisées pour prendre, entre guillemets, dans une compétition électorale, remporter les élections, c'était les partis islamistes. Ils l'ont prouvé en Égypte. En Tunisie, il y a eu un sursaut qui a permis un peu d'éviter à la Tunisie la catastrophe, et ça revient un peu aux traditions de ce pays. Ils ont une culture politique, ils ont un sens de la démocratie, la société civile. En fait, tous les grandes, comment dirais-je, valeurs de ce qu'on peut appeler le modernisme, ils l'avaient, donc ils ont pu éviter ça. Mais ailleurs, ça a été la catastrophe. Donc on a mis en garde sur les conséquences de l'intervention. Vous savez, et je le dis très souvent, et je ne cesse de le répéter, on peut savoir quand est-ce que l'intervention commence, on peut savoir éventuellement quand est-ce qu'elle se termine, mais on ne sait toujours pas comment elle se termine, ou on devine qu'elle se termine par le chaos. Le chaos, il est là. Vous voyez, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, la Somalie, le Soudan et ailleurs, ça se termine toujours par le chaos. Donc il fallait qu'on évite ça. Et nous, pour le cas de la Libye est un pays voisin. Nous partageons presque 1000 km de frontières avec ce pays. Nous avons une histoire commune. C'est un pays qui nous a beaucoup soutenus pendant notre guerre de libération, alors que la Libye, à l'époque, même le baril de pétrole n'était pas encore découvert, mais ça a été un peuple qui a soutenu notre guerre de libération. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer le drame que vivent ces gens-là, non pas du fait qu'il n'y a pas une volonté chez eux, elle existe. Il faut connaître les Libyens, c'est un peuple extraordinaire qui a un passé, qui a une histoire. Et surtout, aujourd'hui, la Libye d'aujourd'hui, ils ont des compétences extraordinaires, femmes, hommes, formés dans les plus grandes écoles, capables de gérer les problèmes de leur pays. Le problème de la Libye, c'est les interférences. Je le dis, je le répète, c'est que là aussi, tout à l'heure, on parlait de ce que c'est que la démocratie dans nos sociétés, nos pays. Si on laissait les gens tranquilles, ils peuvent trouver des modes
de gestion de leurs affaires en puisant dans leur propre histoire, dans leurs propres références, dans leur propre... Parce que généralement, quand on voit l'Afrique ou le monde arabe, il est vu à partir de pays occidentaux, selon des critères et des normes propres à des pays occidentaux, à pays ou des valeurs, ce qu'on appelle les valeurs universelles. De temps en temps, il faut voir ces pays-là sur leurs propres critères, sur leurs propres valeurs et surtout sur leur propre grille de lecture des événements. Moi, j'étais en Libye. J'ai fait la Libye d'est en ouest. Je suis allé à Benghazi, je suis allé à Al-Baïda, je suis allé dans le sud, à Rat, je suis allé à Oubari, je suis allé à Zente, je suis allé à Misrata, je suis allé à Tripoli. J'ai fait la Libye d'est en ouest et du sud au nord. Et je n'étais ni avec, comment dirais-je, une armée qui me protégeait, non. Je suis pratiquement avec 2 collaborateurs. C'est il y a un an, voilà, ça fait un an exactement. Quand les gens parlent d'une Libye qui est appelée à la division, à l'explosion, moi je vous racontais une anecdote d'ailleurs, ceux qui ont suivi peut-être mon entretien hier avec France 24, je l'ai raconté. Et c'est un exemple très très beau d'une volonté d'un peuple qui veut rester vivre ensemble. On est en train de parler du vivre ensemble. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui de ma communication. Je l'ai faite hier à l'UNESCO sur le vivre ensemble. On est arrivé à Benghazi et d'abord on a décidé de passer la nuit à Benghazi. Au moment où il y avait des bombardements, on a dit on passe la nuit à Benghazi. Donc on est allé à l'hôtel et puis en descendant pour aller dîner, on trouve une équipe de football qui avait jogging rouge, hein, une équipe de football des jeunes qui étaient là. Moi, je leur ai posé, vous êtes quel club, vous êtes qui? Ils nous ont dit, nous sommes l'Ahli de Tripoli, l'équipe de Tripoli, qui était venue à Benghazi. Et je leur ai dit, vous êtes quoi, vous faites quoi ici? Nous sommes venus jouer un match amical avec l'Ahli de Benghazi à l'occasion de son 70e anniversaire. Vous savez, c'est beau, c'est extraordinaire. Et ça, c'est le sens et le sentiment des jeunes qui veulent, ils sont jaloux de leur pays, ils ont des moyens, c'est un pays de 5 millions d'habitants, il produit 1,2 million de pétrole, de barils de pétrole jour, 2000, une côte extraordinaire, une histoire fabuleuse. C'est le pays de Septime Sévère. Quand vous visitez Esmeralda, les petits Smagna, vous avez l'impression que le monde n'a pas changé depuis Septime Sévère aujourd'hui. Donc, voilà. C'est des gens qui veulent vivre ensemble. Ils ont les capacités de le faire. Moi, je vous le dis, si on arrive, et ce que nous sommes en train de faire, on essaye d'aider un peu les Nations Unies, surtout M. Salamé, qui fait un effort extraordinaire pour parvenir à permettre aux Libyens de s'en sortir à travers la mise en place d'institutions. Hein. Le pays n'a pas eu de constitution depuis 1951. Bon, on en a eu une, elle a été revue par le roi Idriss en 1963, mais il a besoin de cela, et puis s'il faut aller aux élections, il faut aller aux élections, mais d'abord, il faut mettre en place, au moins à titre provisoire, des institutions capables de permettre à la Libye de redémarrer. Donc aujourd'hui, il y a des groupes, il y a une armée. Je disais tout à l'heure, nous, on a toujours plaidé pour la solution politique parce que nous savons que la solution politique va nous donner très vite des institutions, parce que nous savons qu'il y a des institutions qui sont fortes, parce que si ces institutions sont fortes, elles peuvent faire face à la menace terroriste et elles peuvent lutter efficacement contre le terrorisme qui menace la sécurité de la Libye, mais également notre propre sécurité, la sécurité de l'Égypte, parce que la Tunisie, nous, en 2013, le centre de Tigendourin a été frappé à partir de la Libye. C'était des terroristes qui étaient venus du Mali, qui sont remontés, ils sont rentrés, ils ont frappé le centre gazé de Tigendourin, qui a failli, si ce n'était pas la vigilance de nos forces de sécurité, aurait été un petit Hiroshima dans toute la région. Donc nous avons besoin de cette stabilité. Et puis bon, s'il y a des agendas différents, les agendas, si c'est l'économie des uns et des autres qui les intéresse, il y a de la place pour tout le monde. Il faut négocier avec un État. Si vous voulez une part de pétrole ici ou une part de pétrole ailleurs, ou je ne sais quoi. Si vous voulez être partie prenante à la construction, c'est un pays à reconstruire. Donc il y a la place de tout le monde. Mais la place de tout le monde, pour que tout le monde soit présent, il faut que réellement cet État puisse renaître et puis que les Libyens peuvent vivre en paix, en sécurité. C'est valable pour la Libye, c'est valable pour la région. Donc j'ai dit qu'il y a une relation très forte entre ce qui se passe en Libye et ce qui se passe dans le Sahel.
il y a un couloir, ce qu'on appelle la passe du Salvador, par où passent tous les migrants clandestins, la passe du Salvador, par où passent tous les trafiquants, par où passent tous les terroristes. Bon, aujourd'hui, donc, tant qu'il n'y a pas un État, nous avons une frontière de 1000 km avec la Libye. Nos forces de sécurité sont comment dirais-je, donc, elles sont présentes dans toutes ces régions. Ça nous coûte, mais ça nous permet non seulement de surveiller nos frontières, mais on surveille les frontières de l'autre côté. Ce n'est pas le cas avec la Tunisie. La Tunisie a une armée, et des forces de sécurité, on se voit tous les jours, des échanges d'informations, donc ça passe bien. Mais du côté de la Libye, il n'y a pas d'armée, donc il n'y a pas trop de sécurité de l'autre côté de la frontière. C'est un peu le cas du Mali, où l'État ne s'est pas encore redéployé, il n'est pas encore présent physiquement, visiblement dans cette région, ce qui rend un peu la difficulté de faire face, et surtout, comme je disais tout à l'heure, on a déployé nos forces pour protéger des milliers de kilomètres, c'est pas aussi aisé et facile.